il faut que je vous raconte l'histoire qui vit encore en moi, qui coule toujours dans mon sang et qui sera présente même au-delà de la mort. Je ne savais pas où j'étais. J'avais l'impression d'être enfermé dans une boîte. J'étouffais et personne ne répondait à mon cri de détresse. Certains rêves sont plus vrais que nature et laissent une impression de déjà-vu. D'où proviennent ces images parfois bouleversantes? Comment expliquer que certaines personnes ont l'impression de reconnaître un endroit sans y avoir jamais mis les pieds? S'agit-il de pure coïncidence ou de preuves qu'il existe une vie après la mort? La croyance en une vie après la mort est aussi vieille que la plus ancienne des religions. Le passage sur cette terre est considéré par des millions de personnes comme une étape dans l'évolution de chaque individu. On pense que l'homme est effectivement le seul être qui peut réfléchir sur sa propre mortalité. Nous sommes les seuls et cela vient peut-être du fait que nous pouvons prendre une certaine distance par rapport à ce que nous sommes, nous interroger sur notre condition, sur notre nature, alors que l'animal en est incapable. Il est un peu prisonnier de ses instincts, captif du présent. Les premiers humains avaient peur devant la mort. Il y a même des civilisations où on enterrait le roi avec ses serviteurs. On tuait les serviteurs pour qu'ils accompagnent le roi. Alors, pour donner une certaine sécurité, non pas aux morts parce qu'ils étaient morts, mais aux vivants, en leur disant « Inquiétez-vous pas, si vous mourrez, vous allez survivre. » Chez les bouddhistes, on croit beaucoup à la réincarnation. La réincarnation, c'est aussi qu'on regarde la vie des gens aujourd'hui. C'est pour nous, ça nous dit que comment ça allait, sa vie précédente. Dans le bouddhiste, on est très conscient qu'il faut rembourser la dette de la vie précédente. Parce que comment on est aujourd'hui, c'est grâce à la vie passée. Et en même temps, que quand les gens sont conscients de ça, ils bien rembourser ses dettes et il s'améliore son état de pensée et ça va attirer une meilleure vie dans le futur. Quand on parle d'un phénomène et particulièrement d'une croyance qui s'appelle la réincarnation, première caractéristique de cette croyance-là, c'est fort probablement la croyance la plus répandue au monde, puisqu'on a des sociétés comme en Inde, où on a une forte proportion de la population où on croit à la réincarnation. Si on ajoute à ça à peu près un peu plus du tiers de la population des pays occidentaux qui croient à la réincarnation, alors très rapidement on s'aperçoit qu'on est face à une croyance extrêmement populaire. J'ai accompagné très souvent des gens qui ont été dans des vies antérieures. Automatiquement, le corps, c'est jamais moi ou la personne qui décide. Si je sais que je fais respirer une Nathalie, puis que la personne est devant moi, puis tout d'un coup, elle s'appelle André, puis qu'elle est un homme, je sais tout de suite qu'elle est dans une vie antérieure. Je l'accompagne dans ça. Je veux la faire vivre l'expérience du traumatisme qui vient d'une autre vie, qu'elle porte en elle dans ses mémoires. Dans le monde oriental, lorsque nous revivons, si vous voulez, après la mort, nous vivons notre essence. Ce qui est intéressant, c'est la mort est la délivrance de l'essence qui était enfermée dans un corps, de la nature de la conscience.
de ce qu'on appelle l'Atman. L'Atman, toujours libre. Si on regarde donc la religion catholique qui bâtit par décret dans le monde occidental le monde de l'au-delà, elle va créer à partir de ce monde-là des attentes, c'est-à-dire il va y avoir 3 lieux qu'on appelle le paradis. C'est réservé bien sûr à l'aristocratie. Il y a évidemment le purgatoire réservé aux bourgeois qui vont donc payer des impôts pour pouvoir aller ensuite au paradis, avoir la rédemption. Et il y a l'enfer, ça c'est vraiment pour les pauvres des pauvres. Éric Brutsch a vécu une expérience hors du commun. Il affirme avoir retrouvé, enfoui au fond de sa mémoire, les souvenirs d'une vie antérieure. Il a consigné les fruits de sa découverte dans un livre intitulé « À l'ombre de la falaise ». J'ai toujours demandé à ma mère d'avoir un frère. C'était pas pour avoir un frère, j'avais vraiment besoin de retrouver mon frère. C'est comme si j'avais connu un frère et qu'il me manquait. Et j'avais besoin de le retrouver. Ma sœur jumelle et moi, on était toujours ensemble. On faisait les mêmes activités. Le fait que j'aie une sœur jumelle a joué beaucoup sur la pensée qu'on a eue par rapport à Éric, parce qu'Éric demandait toujours d'avoir un frère. Il voulait toujours avoir un frère, il se sentait toujours tout seul. On reliait le sentiment qu'il avait de vouloir un autre frère au fait que nous, on était 2, comme si lui voulait être 2 aussi. Quand j'étais enfant, je me couchais le soir, puis j'avais l'habitude de regarder ma main. Je la mettais au-dessus de ma tête, puis je la regardais, je l'ouvrais et je la fermais. Je faisais ça parce que je savais que ça n'avait pas toujours été facile pour moi de le faire. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, là, mais pour moi, c'était vraiment extraordinaire de l'ouvrir et de la fermer avec autant de facilité, parce que je sais que ça n'avait pas toujours été comme ça. Les flashs de vie antérieure viennent surtout en enfance. Puis au moins comme un quart des enfants auront des souvenirs, parce qu'ils sont plus près de leur dernière personnalité. Léo Godet est membre de Espace Espirita International. Il s'agit d'un regroupement né de l'initiative de quelques spirites québécois qui désiraient se doter d'un lieu de rassemblement et de réflexion. Le docteur Stevenson, c'est un chercheur très connu, vraiment, à cause de ses publications sur les travaux qui suggéraient la réincarnation. Il a réussi à monter sur des dizaines d'années, puis avec une équipe internationale, des milliers de cas qui suggèrent vraiment la réincarnation à la communauté scientifique de l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment très important. Les travaux du Dr Stevenson ont permis d'identifier un certain nombre de comportements qui pourraient être liés à la réincarnation. Par exemple, le désir persistant de retrouver une ancienne famille, ou encore la reconnaissance d'un lieu sans jamais y avoir mis les pieds. Je m'intéresse à la réincarnation, je pense, depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à faire des recherches vraiment à ce niveau-là à l'adolescence. J'ai lu beaucoup, j'ai fait différents exercices pour arriver à avoir une vie antérieure, parce que c'était vraiment important pour moi d'aller chercher quelque chose dans une vie antérieure. J'avais pas été capable jusqu'à maintenant. Quand j'étais ado, je me souviens plus vraiment quel âge, mais j'ai vu un film qui pour moi, là, ça expliquait beaucoup de choses. C'était un frère, un jeune garçon qui avait un frère plus vieux que lui et qui est décédé. Le petit gars trouvait ça très difficile et moi-même, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Pas comme un spectateur aurait pu le regarder normalement, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu cette situation-là. Éric s'est éloigné de nous tranquillement, je dirais. Puis vers l'adolescence, Éric faisait ses choses. Il y vivait seul, sans nécessairement les communiquer avec nous. Il y avait comme un petit mur qui se bâtissait tranquillement. Face au mystère de la vie,
On peut comprendre qu'un jeune homme tel qu'Éric puisse se sentir démuni, surtout en regard du foisonnement de théories et de croyances sur la vie après la mort. La métaphysique, c'est la réflexion sur les questions qui dépassent le monde physique. Donc, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que Dieu existe? C'est la réflexion sur les premiers principes du monde. C'est une connaissance qui se fonde sur la réflexion, la spéculation humaine. Que peut-on savoir sur ces questions qui outrepassent le monde physique? Donc, il n'y a pas de réponse facile, mais ce sont quand même des questions qui se posent et auxquelles les grands penseurs ont réfléchi. C'est-à-dire que la mort a quelque chose de fascinant, hein? Et c'est pas pour rien qu'il y a tellement de jeunes qui se suicident. C'est parce que c'est fascinant, c'est la dernière limite. Et en même temps, ça nous effraie. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'expliquer nos motivations, nos blocages, nos angoisses par la psychologie traditionnelle. Il semble qu'il faille en chercher l'explication dans des vies antérieures. La technique du Rebirth est une technique de respiration consciente où ça nous permet de libérer des traumatismes, des mémoires qu'on porte en nous, de notre enfance, de notre petite enfance, de notre vie d'adulte. On peut aller même, par l'entremise du Rebirth, dans des vies passées, aller chercher des mémoires. Et le but du Rebirth, c'est pour libérer le corps de ces traumatismes, afin qu'on puisse vivre mieux au quotidien nos journées. Rebirth, régression. Ce n'est pas toujours facile de bien faire la différence entre les nombreuses techniques qui permettent de sonder la mémoire des gens. La technique utilisée par Lise Groux est celle de la catharsis. Catharsis, c'est un mot grec qui veut dire purification en profondeur. Donc, cette formation-là, c'est pour aller chercher les traumatismes dans cette vie-ci. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à avoir des expériences de vie antérieures. J'ai lu beaucoup sur la réincarnation. J'ai fait des exercices c'est des cassettes qu'on pouvait écouter. Il fallait relaxer, puis il fallait imaginer comme un écran, puis bon. J'ai jamais été capable de voir quoi que ce soit, ça n'a jamais fonctionné. Une personne dans l'entourage d'Éric connaît très bien la signification des rêves. Elle saura apporter aide et support dans le cheminement du jeune homme. Il s'agit de Marlène, la marraine d'Éric. Marlène l'a toujours guidé dans ses recherches intérieures ou dans son cheminement. C'est toujours vers Marlène qui nous explique, en fait, qu'est-ce qui se passe, puis qui a toujours une réponse à tout, mais toujours dans le positif. La vie est belle avec Marlène. Marlène, c'est elle qui m'a initié à beaucoup de choses, et c'est elle que j'allais voir pour poser des questions sur la réincarnation. C'est elle qui me guidait beaucoup. Je suis allé suivre des cours avec Marlène, des cours d'analyse de rêve, pour apprendre justement peut-être à avoir une réponse dans ces rêves-là sur ma vie antérieure. Lorsqu'on regarde la question de la perception de la vie après la mort, il y a différents modèles qui se mettent en place. Le premier modèle qu'on pourrait dégager, c'est le modèle, disons, appelons-le traditionnel, où on a la profonde conviction qu'il existe une vie après la mort, mais qui est en continuité avec notre vie ici sur la Terre. Deuxième modèle, c'est un modèle où, là, on est plus dans les religions, par exemple, indiennes. Il y a un aspect plus individuel, c'est-à-dire que je vais vivre un autre type d'expérience par la suite en fonction de ce que j'ai fait dans ma vie actuelle. Donc là, la question de la vie après la mort, il y a différentes possibilités qui s'offrent à moi. Si j'ai vécu de telle façon, je vais me retrouver dans le monde des esprits. Si j'ai vécu de telle façon, je vais me retrouver dans le monde des animaux. Si j'ai vécu de telle façon, je vais être dans le monde des dieux. Jen Gelsan Drenpa est nonne bouddhiste depuis 6 ans. Elle enseigne le bouddhisme au centre bouddhiste Kankala. Si j'avais à décrire ce qu'est le bouddhisme exactement, je crois que j'irais en expliquant que c'est un mode de vie qui intègre ce qu'on appelle la discipline morale. Alors, on essaie de faire en sorte que nos actions ne nuisent pas à personne, aucun être vivant. Dans la voie bouddhiste, on explique que
il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et donc, l'esprit n'a pas de début et n'a pas de fin. Alors, l'esprit est comme un voyageur qui habite un hôtel, une auberge, temporairement, et qui va faire l'expérience des plaisirs de cette vie-là. Mais on essaie de ne pas s'y attacher car on doit quitter vers ensuite un autre lieu d'habitation. Alors l'esprit étant comme soit un oiseau qui quitte un nid pour aller en retrouver un autre, l'esprit quitte cette forme lorsque le corps ne fonctionne plus, lorsque le corps est trop vieux. Il y a un rêve que je faisais qui était difficile à comprendre, que j'arrivais pas à analyser comme tel. C'était un rêve où j'étais dans un coffre de bois. J'avais l'impression que c'était un coffre de bois parce que j'étais vraiment à l'intérieur et j'étouffais. J'étouffais vraiment et je me réveillais en sursaut. C'était vraiment un cauchemar pour moi. Ça ressemblait pratiquement à une tombe parce que c'était vraiment très étroit, j'étouffais. C'était noir. Alors j'étais sûr que ça pouvait ressembler à une tombe, effectivement. Lors d'un cours d'analyse de rêve, j'ai rencontré Lise Groux qui m'a éclairé, qui m'a parlé qu'elle faisait de la régression. Et ça est tombé comme... Pour moi, c'est toute une surprise parce que ça fait longtemps que je cherchais quelqu'un où je savais même pas que ça existait. Et là, je l'avais devant moi dans les cours de rêve. Éric, quand je lui ai parlé de régression, j'ai vu ses yeux un petit peu brillants parce que c'est comme si je lui apportais finalement une solution ou un moyen, en tout cas, d'avoir une solution. Depuis ma naissance, une voix cherchait à se faire entendre, sans parvenir à se faire écouter. Tout au long de ma jeunesse, un tourbillon de questions me harcelait. Et je ne trouvais pas les réponses dont j'avais tant besoin. Dans sa quête de la vérité, Éric ne s'économise pas. Il déploie de nombreux efforts et s'investit complètement. Mais jusqu'où Éric est-il prêt à aller pour trouver les réponses aux questions qu'il tourmente? Éric Brutsch aimerait bien trouver une signification au rêve qui l'obsède. La rencontre avec Lise Groux lui donne l'espoir de trouver une réponse aux nombreuses questions qu'il se pose. En général, les gens viennent me voir pour un problème assez précis. Ça peut être un gros manque de confiance en soi. Ça peut être, comme Éric, un cauchemar qui revient à répétition, des peurs et des malaises là, dans la vie de chaque jour. Lise m'a expliqué qu'une régression en semi-hypnose, parce qu'on le faisait en semi-hypnose, c'est vraiment de retourner dans une vie antérieure et d'aller chercher les réponses qu'on a besoin aujourd'hui. J'aide la personne à se concentrer sur ça et laisser parler l'émotion, la laisser s'exprimer. Et là vont venir souvent des images qui commencent à émerger, des images un peu floues, des images mêlées. Mais finalement, on finit par refaire un scénario finalement. Voyant que je pouvais lui faire confiance, je lui ai parlé de mes peurs et raconté l'un de mes rêves. Elle avait compris. La plupart des gens en régression, tu vois, c'est la partie de la mémoire qui est activée. Mais ça peut arriver qu'ils font une régression, puis là, sont en train de se fabuler. Ils sont même inconscients de leurs mensonges. Et jamais jusqu'à maintenant, on a pu avoir la preuve absolue, si on veut, que nous avons des informations qui nous viennent d'une vie antérieure, même si on a des cas qui sont troublants, comme par exemple des enfants qui ont des souvenirs de vie antérieure et qui vont être même accompagnés de marques sur le corps, par exemple, qui fait que ça pose question, mais jusqu'à maintenant, tant d'un côté que de l'autre, nous n'avons pas la preuve absolue. Personnellement, ça m'est jamais arrivé d'avoir
des rappels de vie passée, soit dans mes pratiques ou en étant dans un état d'éveil. Par contre, des pratiquants autour de moi, surtout lors de retraites de purification, ont quelquefois eu vraiment des mémoires très, très vives de ce qu'ils étaient dans une vie passée. Et même un des pratiquants de ma tradition spirituelle s'est souvenu, par exemple, de la langue tibétaine, alors qu'il ne l'avait jamais appris. À travers la méditation, on peut excéder la vie antérieure. Même, si je veux vous dire, la vie future aussi. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui peut faire ça. Ça prend un exercice, une habitude, et aussi capable de laisser aller. Dans la méditation, j'ai retracé plusieurs vies antérieures. Et il y a des vécus en Chine. J'étais un Chinois, un moine. Et même j'ai été un pompier dans le monde occidental. Pour moi, le grand spécialiste de la réincarnation était le docteur Hernani Andrade. Parce qu'il a vraiment étudié à fond. Puis c'est le seul chercheur qui a vraiment monté un modèle comme du corps et de l'esprit qui pourrait expliquer comment on pourrait s'incarner. Il essaie d'expliquer comment est-ce qu'un être comme nous, avec des composantes en 3 dimensions et en 4 dimensions, comment est-ce que ça pourrait marcher? Donc, c'est intéressant parce que dans ces composantes, en 4 dimensions, on peut emmagasiner toutes nos leçons, tout ce qu'on a appris, toutes nos expériences cognitives, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est spirituel, moral, ça reste avec nous. Donc, chaque fois qu'on démarre une nouvelle personnalité, une nouvelle incarnation, on arrive avec ce bagage. Donc, c'est intéressant. Quand j'ai décidé de faire la séance avec Éric, j'avais aucune idée des résultats, sauf que je sentais et je voyais qu'il était prêt. Je te demande d'abord de te détendre. Je lui suggère de prendre ses mains. Pour moi, c'est un support, donc on est face à face et j'amène la personne à respirer pour faire une ouverture de conscience et après, de laisser émerger tout ce qui lui vient à l'esprit, des images, ou des émotions, ou des réflexions, ou des souvenirs. Quand on a commencé à faire la régression, puis j'ai commencé à me calmer réellement pour rentrer dans la régression, j'ai commencé à avoir un mal de bras. Un mal de bras qui était tellement intense que j'étais sûr que le bras était brisé. Et j'avais beau expliquer à Lise que j'ai mal à mon bras, puis Lise me disait tout le temps, concentre-toi, c'est ton subconscient qui veut te parler. Mais moi, là, j'étais sûr que mon bras était brisé. J'avais tellement mal, j'étais sûr que si j'ouvrais les yeux, mon bras était pour être bleu, puis en morceaux. J'ai rarement eu une douleur aussi intense. J'ai poussé Éric à aller dans la douleur de son bras parce que je sentais qu'il était déjà dans quelque chose d'important. Et puis, je l'ai aidé, encouragé pour qu'il puisse aller plus profondément et accueillir les images qui sont venues. Pendant la régression, quand j'ai commencé à sentir qu'on rentrait vraiment dans l'histoire ou dans quelque chose qui venait vraiment me chercher, je disais à Lise que je veux pas aller plus loin, je veux pas en savoir plus, que c'est une histoire qui est terminée. Et Lise m'encourageait à continuer parce qu'elle me disait, t'es ici pour faire un travail, on va aller jusqu'au bout, je suis là pour t'accompagner. On aurait dit que j'avais compris là, que je rentrais dans quelque chose de trop difficile et je savais quoi, sans nécessairement connaître quoi exactement. Une falaise. Je vois une falaise avec 2 personnes. Il y a une personne en chaise roulante et une autre derrière elle. Une femme. Je ne voyais plus la scène à distance. J'étais maintenant à l'intérieur de l'action. Je respirais difficilement. Tout allait si vite.
Les premières images que j'ai vues, c'était un homme qui était dans une chaise roulante. Et à un moment donné, quand j'étais vraiment comme spectateur, où j'étais plutôt loin, comme sur une autre rive, j'ai vu l'homme qui a tombé en bas et qui longeait la falaise. Une personne qui vit une expérience de rebirth reste consciente tout le long du rebirth. Il y a de l'interaction entre moi et la personne qui respire tout le long du rebirth. C'est ce qu'on appelle respiration consciente. Donc, ça veut dire la personne est toujours consciente. Et moi, quand elle décroche de son propre rythme, mon travail, c'est de la ramener dans son rythme respiratoire, toujours pour libérer. La libération pour Éric Brutsch, c'est de comprendre ce que veulent dire toutes ces images qui jaillissent dans son esprit. Les images que je voyais venaient énormément me chercher et j'ai commencé à paniquer, à pleurer. C'était extrêmement difficile. J'ai comme même de la difficulté à exprimer à quel point que c'était dur de voir ces images-là. C'était vraiment comme si j'avais déjà vécu ces événements-là. C'est comme si j'avais vraiment... c'est comme si on revoyait un film. Je revoyais un film, puis j'étais l'acteur principal, même si c'était pas physiquement moi qui étais présent. D'où proviennent ces images? Est-ce qu'elles peuvent être le fruit d'une imagination débordante ou d'une vie antérieure? Après la pause, Éric nous entraîne un peu plus loin dans le dédale de ses souvenirs. La séance de régression d'Éric Brutsch a duré quelques heures. Assez longtemps pour que toutes les images d'une vie lui reviennent en mémoire. Dans ma vie antérieure, ce que j'ai vu, je m'attendais pas du tout à ça parce que les gens disaient que probablement que je me verrais en soutane, en curé, parce que j'aime tout ce qui est âme, tout ce qui est esprit. Et j'ai vu quelque chose qui est venu me chercher énormément. J'étais handicapé. J'étais dans une chaise roulante. Le nom que je portais dans cette vie-là, c'était Norman. Et ça a été une vie extrêmement difficile parce que à cette époque-là, dès qu'une personne était différente, on s'en occupait très peu. Éric Brutsch affirme que c'est grâce à la séance de régression qu'il a retrouvé la mémoire d'une vie antérieure. En effet, il se souvient avoir vécu à une autre époque sous les traits de Norman. Le père de Norman ne l'aimait pas. Thelma, par contre, elle l'aimait. C'était l'employée. C'est elle qui s'est occupée de Norman. Isabelle, c'est la nouvelle femme du père de Norman. Elle est méchante, très méchante. Mon père a rencontré, après la mort de ma mère, il est resté longtemps seul, mais il a rencontré une dame qui s'appelle Isabelle. Et c'était une femme très violente. Alors dès que ça fonctionnait pas avec mon père, dès qu'elle avait pas ce qu'elle voulait, elle venait me voir pour se défouler. La première personne qui a pu donner de l'amour à Norman, c'était Thelma. C'est une dame que mon père avait engagée pour qu'elle puisse s'occuper de moi parce que lui n'avait pas le goût de s'occuper de moi. Thelma, c'est elle qui a montré à Norman à parler. C'est elle qui s'en occupait énormément. Elle chantait tout le temps, elle était toujours de bonne humeur. Ce qui fait que Norman était tout le temps heureux de la voir. Par la suite, il y a David qui est rentré dans la vie de Norman. Ça a été comme un peu le protecteur. Il a été témoin assez régulièrement de violence de la part d'Isabelle vis-à-vis Norman, et c'était pour lui inacceptable. Alors, il a comme décidé de prendre le rôle de protecteur et de s'occuper de son petit frère.
Est-ce qu'il est possible d'avoir des visions, de communiquer avec les morts? De nombreuses personnes le prétendent. Il y a très certainement des charlatans qui le prétendent, donc il faut se méfier ici. Mais j'aimerais dire que c'est une croyance assez normale, parce qu'on a parfois le sentiment de communiquer avec des morts en rêve, par exemple. Alors il est possible que certains soient tentés de transformer ces expériences oniriques, ces expériences de rêve, en rencontres réelles. Nous sommes des êtres spirituels. La preuve, c'est que lorsque l'élément spirituel quitte le corps, on dit « il nous a quittés ». Il nous a quittés, elle nous a quittés, il est parti. Qu'est-ce qui est parti? C'est la dimension spirituelle. Donc la dimension spirituelle, elle est constamment en nous. Elle nous habite et nous l'habitons. Et il y a des communications. Mais le seul problème, c'est que nous ne sommes pas à l'écoute. Patrick Bernard a vécu des expériences qui ont forgé et confirmé sa croyance en la réincarnation. Lors d'un voyage en Inde, il est confronté à une puissante et troublante impression de déjà-vu. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans certains endroits en Inde, étrangement, je les connaissais déjà. Je connaissais les rues, les ruelles, et c'était des tout petits villages sur le bord du Gange. Et je me dirigeais comme si j'étais passé là l'an dernier ou la semaine dernière. Je connaissais vraiment l'endroit. Je connaissais pratiquement les noms des différentes personnes, des différentes familles, des maisons, des ashrams, c'est-à-dire des monastères. Donc j'en ai déduit que j'avais dû avoir une vie très récente dans ces pays-là. En tout cas en Inde, c'est sûr. David, c'est comme le frère de Norman. C'est le neveu d'Isabelle. Elle aime tellement son petit David. David aimait beaucoup amener Norman sur une falaise. Tous les deux partaient et se retrouvaient sur la falaise. Ils restaient la journée complète là. Ils faisaient vivre du bon temps à Norman. David a rencontré une jeune fille. Tous les deux étaient très, très amoureux. Et Maggie a été un peu comme David. Elle voulait comme prendre soin de Norman. Elle acceptait que Norman était dans la vie de David et c'était bien comme ça. Elle voulait rien changer à ça, au contraire. Les souvenirs d'Éric sont étonnamment nombreux et précis. Est-ce le cas pour tous ceux qui disent avoir accès aux souvenirs d'une vie antérieure? J'ai vécu une expérience de rebirth qui m'a amené dans une vie antérieure, dans une vie de monastère. Le but était de libérer qu'est-ce que j'ai à être toujours triste. Je portais en moi une tristesse tellement profonde que j'arrivais pas à saisir d'où en vient. Ce que j'ai récolté de cette expérience-là, c'est que j'ai toujours sacrifié ma vie pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres. Et dans cette vie-là, c'était très important pour moi de plaire à la famille, puis d'aller dans la prêtrise. Et c'était pas mon rêve à moi d'aller dans la prêtrise. Et j'étais un homme en passant dans cette vie-là. Qu'est-ce que je fais ici à m'ennuyer comme ça, puis tout ça juste pour plaire à mes parents? J'ai rentré dans ma chambre et je me suis pendue. Et dans la vie antérieure, là où je me suis pendue, que j'ai sorti du corps, j'étais comme dans une énergie de désolation. Parce que j'étais consciente à ce place-là que c'était pas nécessaire de mettre fin à mes jours physiques. Je pouvais sortir du monastère puis retrouver ma liberté. Mais j'étais incapable de le faire de peur de déplaire à mes parents. Si la réincarnation existe, est-il possible de penser que nous portons en nous toutes les blessures, toutes les douleurs et les peines que nous avons vécues? Pour Éric, la réponse à cette question semble aller de soi.
Le vécu de Norman fait surgir en lui des émotions aussi vives et intenses que s'il les avait vécues dans sa vie actuelle. Maggie, un jour, elle se promenait puis elle a été violée. Elle a été agressée par un homme. Ça a été très, très difficile pour Maggie et pour David aussi. Et je pourrais dire qu'à partir de ce moment-là, tout a commencé à tourner au noir. Maggie est allée sur la falaise et a décidé de se jeter en bas pour mettre un terme à ce qu'elle vivait. À un moment donné, David, il s'est battu dans un bar et ça a mal tourné. Il est décédé. Et moi, je le savais pas. Je sais qu'Isabelle le savait, tout le monde le savait, sauf moi. Et je l'ai appris par Isabelle, qui, dans sa colère, qui me l'a annoncé, tout ça. David est mort. Norman est seul maintenant. Isabelle lui en veut. Elle lui a cassé le bras. Norman en a assez de cette vie. Il veut mourir. Les premières images en début de régression, je voyais un homme qui était sur une chaise roulante. Les premières images que j'ai pu voir, j'ai pas nécessairement pensé que c'était relié à moi ou que c'était ma mort comme telle, mais je savais qu'à quelque part, qu'il devait avoir un lien. L'expérience vécue par Eric Brutsch est étonnante et troublante à la fois. Elle soulève bien des questions. Nous verrons de quelle façon cette expérience s'est avérée positive pour Eric. Revivre sa mort doit être une expérience traumatisante. On peut se demander dans quel état, physique et psychologique, Eric Brutsch est revenu de cette première séance de régression. Après la régression, j'étais très bouleversé. Physiquement, j'étais... je tremblais, là. Ça a été très, très difficile. J'ai eu de la misère à revenir. Et pendant 3 jours de temps, j'ai vécu un peu, on aurait dit, comme un genre de dépression. Je me suis, on dirait, pratiquement enfermé. Je voulais pas parler à personne. On aurait dit que je voulais m'approprier mon histoire, ce que j'ai vécu, et la digérer, probablement. J'ai jamais fait de recherche pour retrouver Norman parce que c'était trop difficile. J'avais pas le goût de revivre ça. C'est sûr que j'aimerais aller voir où ça s'est passé. J'aimerais revoir la maison. Idéalement, j'aimerais voir les pierres tombales. C'est savoir c'est où maintenant. J'aimerais pouvoir confirmer que j'ai pas tout inventé dans ma tête. Ça serait une preuve pour moi, même si à l'intérieur de moi, je sais que c'est vrai. Mais ça serait comme un bonbon. La réincarnation, à quoi ça sert? C'est fantastique, c'est l'outil le plus précieux, la réincarnation. Parce que sans avoir ce recul par rapport à la vie et à la mort, on ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir de toutes ces choses à l'intérieur qui nous rendent malades. Les ressentiments, les absences de pardon, les colères, les rancunes. La réincarnation nous aide à guérir parce que lorsqu'on prend du recul par rapport à tout ça, eh bien, tous les problèmes sont dédramatisés, ils deviennent presque insignifiants. Ça nous fait beaucoup de bien, ça nous guérit, ça nous soigne. Alors c'est dans cette dimension-là que la réincarnation est fort utile. La réincarnation, selon la voie bouddhiste, n'est pas la renaissance du je, du soi, avec toute sa personnalité qu'il avait, toute son existence qu'il avait dans sa vie passée. Mais c'est plutôt la continuité de qui nous étions.
Alors, plutôt que de dire « je reviens », c'est plutôt « je continue ». Et tout ce que j'ai entamé comme action va demeurer en potentialité dans le continuum de mon esprit. Et cette continuité va m'amener à une nouvelle personne. Suite à la régression, j'ai compris beaucoup de choses. Mes peurs, j'avais des peurs que je vivais, que je comprenais pas avant. Maintenant, au moins, je peux comprendre pourquoi. Ça change notre façon de voir la vie et aussi peut-être d'apprendre à pardonner, à passer par-dessus certaines choses et à vivre le plus de choses qu'on peut vivre. Je suis certain d'avoir retrouvé David aujourd'hui. Il se nomme Yves. Pour moi, c'est mon frère. Et même quand je le présente comme étant mon frère. Il fait la même chose. C'est tellement pour moi vrai que pour moi, c'est comme David. Je peux pas faire de différence entre les deux. J'ai décidé d'écrire mon histoire en fonction de pouvoir garder la vie normale, même si elle est en moi, là, mais quand même garder quelque chose de ce côté-là. Le fait de lire le livre d'Éric m'a fait comprendre un petit peu plus Éric. Dans le livre, on peut comprendre d'où vient sa volonté si forte de vouloir un frère. C'est pas le fait que j'aille une sœur puis qu'on soit si proche. En lisant le livre, on comprend que c'est l'amour qu'il y avait entre lui et son frère qui était très, très forte et très, très belle, cet amour-là. Fait que, on a compris le pourquoi de son insistance si forte. Ce qui était angoissant autrefois, c'était de savoir si on allait être damné ou non. Est-ce qu'on allait être condamné à l'enfer ou est-ce qu'on allait avoir accès au paradis, donc pour le restant de ses jours. Donc c'était une source de réelle angoisse parce que il y allait après tout de toute l'éternité, c'est-à-dire passer son éternité en enfer ou au ciel. C'était là la source de l'angoisse. Alors qu'aujourd'hui, l'angoisse, c'est un peu déplacé. C'est l'angoisse qui porte sur la question de savoir s'il y a ou non une vie après la mort. C'est une certitude qu'il y a une continuité et qu'il y a une vie possible après la dissolution du corps. Si vous prenez toutes les révélations du monde, le Coran, la Torah hébraïque, la Bible judéo-chrétienne et toutes les autres traditions, vous avez un miracle d'universalité parce que toutes ces écritures-là stipulent bien qu'il y a une continuité de l'élément vital au-delà de la dissolution du corps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de gens croient à la réincarnation. Et quand on les interroge, mais pour eux, la réincarnation, c'est vraiment, ben voilà, je meurs et je reviens. Ce n'est pas le moi avec la personnalité qui renaît. C'est le contraire. C'est vraiment quelque chose qui est dépouillé de la personnalité. C'est l'essence qui va continuer à faire son pèlerinage jusqu'à une autre mort. La mort, pour moi, c'est une continuité. C'est on quitte le corps, on a terminé l'expérience dans le physique et on continue sur un autre plan. Mais on continue notre évolution. Pour moi, la mort, c'est juste comme si j'enlève un morceau de linge puis je l'abandonne là. Je suis pas attachée au corps physique et je suis convaincue qu'il y a plus que ça. À la mort du corps physique, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on perd ? En fait, on perd le corps. Il faut remettre les pendules à l'heure. Nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons une expérience spirituelle. On est vraiment des entités spirituelles qui avons une expérience dans la matière. Donc à la mort du corps physique, c'est nous qui perdons le corps. Mais le corps, lui, retourne aux éléments. Et nous gardons nos expériences, nos souvenirs, nos désirs, nos pensées. Tout ce qu'on n'a pas pu faire dans cette vie-ci, on va pouvoir le faire dans une vie future. L'histoire d'Éric ne pourra jamais être vérifiée ou prouvée de quelque façon que ce soit.
Mais la volonté et la détermination avec lesquelles Eric s'est lancé dans cette quête de la vérité font réfléchir. De quoi est faite la vie? D'où viennent les émotions, les sentiments? Qu'est-ce qui fait que nous sommes si semblables et si différents à la fois? La réponse à ces questions réside en chacun de nous et c'est à chacun de nous de la trouver. Un crime, un coupable. Ils font parler les indices pour le retrouver. Découvrez les toutes dernières technologies utilisées par les agents d'investigation pour retracer les criminels. Voyez les nouveaux épisodes d'Experts en crime dans un instant à Canal D.